Première édition de l'année 2019, madame, messieurs, ce mercredi 2 janvier 2019. On va faire un clin d'œil à Elecam Elections Cameroun et son directeur général Eric Essoussé, mais également au délégué régional Elecam du littoral, monsieur Emmanuel Kouadika, parce que en ce 2 janvier, c'est le début des opérations d'inscription biométrique sur les listes électorales pour tous les Camerounais qui souhaitent changer les choses, pour tous les Camerounais qui ont été déçus de ne pas voter en octobre dernier lors de la présidentielle. Il est temps désormais de vous confier et de vous mettre en règle avec l'élection au Cameroun, avec évidemment en ligne de mire les élections législatives et municipales. Il faut déjà, dès aujourd'hui, donc vous inscrire. Les antennes communales et les CAM sont ouvertes pour ceux qui ont 20 ans révolus, des Camerounais qui ont 20 ans révolus, mais également pour ceux qui vont se munir de ce côté-là de leur carte nationale d'identité. Donc voilà, c'est reparti pour un nouveau chapitre pour 2019 avec ces opérations d'inscription biométrique sur les listes électorales. On va également parler ce matin du président Paul Biya et de ce discours camerounaise, le se dire que là encore il a brillé par une politique et une parole de bouc émissérisation, puisqu'on voit très bien que là il a évoqué les années 80 et surtout tout ce que le Cameroun a connu comme crise économique pour expliquer le grand retard du Cameroun, la baisse donc des cours des matières premières aussi. On va dire que des pays comme le Rwanda ou la Côte d'Ivoire sont des pays qui ont eux aussi connu des moments de guerre, de situations de crise et qui ont su se relever. Pourquoi pas le Cameroun? Pourquoi le Cameroun accuse ce grand retard? On sait que le Sénégal, par exemple, a en 6 ans, est passé en 6 ans de 500 mégawatts à 1000 mégawatts. Le Cameroun, entre-temps, n'a pas fait grand-chose. Donc c'est clairement une question qu'il va falloir, bien sûr, qu'on se pose au final lorsqu'on est en face des situations du Cameroun, situation problème pour prendre ici un terme cher aux philosophes. Madame, monsieur, le plateau comme chaque matin et comme en 2019 n'a pas changé, les protagonistes, les acteurs sont les mêmes. On commence par vous, monsieur Batchou Chalamel. Déjà, bonne année et bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Ndegou. Bonjour à tous les téléspectateurs. L'année qui commence s'annonce très difficile. On a eu l'impression le 31 décembre que le président de la République se parlait à lui-même, pas aux Camerounais. Dixit Jean-Robert Wafo. C'est bien. Donc on va revenir longuement sur le discours présidentiel du 31 décembre dernier, les attentes qui n'ont pas été au rendez-vous, satisfaites. Donc on va en parler au courant de cette émission. Madame, monsieur, merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Au-delà de l'image, nous rendons compte également sur ce plateau ce matin. Vous, Florazé, bonjour et bonne année. Merci Eric Fopoussi, bonne année à vous. Bonjour à vous sur le plateau, bonne année à tous nos chers téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on revient sur ce discours, sur l'attitude des Camerounais, sur les réactions, nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et on revient sur les différents points de ce discours sur le plan sécuritaire, économique, qui touche beaucoup plus les Camerounais qui se sont interrogés une fois de plus par rapport à ce discours. Donc on en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux et aussi pas mal d'autres informations en complément pour ce mercredi. Et promettez-nous qu'il n'y aura pas de glissement d'heure aujourd'hui. Non, Eric Fopoussi, à 11h, 6 minutes effectivement. Il n'y aura pas de glissement d'heure. On y sera. Il passe parce que c'est important quand même de prendre des rendez-vous et de les tenir. Le président Paul Biya avait dit nous serons prêts le jour 10, mais après nous dit qu'il y a un glissement de date. Bon, avec vous, vous dites à 11h06, on espère qu'il n'y aura pas de glissement d'heure lorsqu'il sera 11h06. Ouais. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur Bombok Bengan, bonjour et bonne année. L'année n'est pas bonne, ni pour moi, ni pour les compatriotes camerounais, donc je ne souhaiterais pas une bonne année, puisque je sais qu'elle ne sera pas bonne. Oui. Voilà. Vous savez, Zinedine Zidane, après avoir remporté la Champions League avec le Real de Madrid, au lieu de se soumettre au dicton qui dit
dans les milieux du football, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Lui, il a plutôt ramé à contre-courant. Il a prononcé la phrase suivante. Quand on s'accroche à un poste, c'est qu'on a échoué de faire ce qu'on devait faire. Et c'est par la tricherie qu'on veut exister. Quand on a réussi de grandes choses, on est fier de partir. Fin de citation. Merci, monsieur. Alors, juste pour rappeler que Zidane, en tant que coach du Real Madrid, a remporté 3 années de suite la Champions League européenne et il a donc décidé de lui-même, de son propre chef, de quitter son poste. Donc on peut imaginer que lorsqu'il fait une telle déclaration, ça pourrait servir aussi, pourquoi pas, de leçon à tous ces dirigeants africains qui s'accrochent allègrement au pouvoir et qu'ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, lorsqu'on a échoué, il est mieux de rendre son tablier et de quitter le public avant que celui-ci ne vous vomisse au final. Donc il faut être tout à fait intelligent pour comprendre le message de Zinedine Zidane, lui qui a donc fait des victoires et qui est parti sans problème. Alors on va clairement, madame, monsieur, démarrer le programme de ce matin avec évidemment la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et Tendance Cogne, la voyageuse est bien en place. Bonjour et bonne année, Tendance. Bonne année Eric, bonne année à mes proches. Je veux aussi dire bonne année à mon chéri qui me regarde quelque part. Tu lui as déjà dit ça. Non, je dis en direct, mais je n'ai pas envie de prononcer son nom. Si elle prononce son nom, vous allez partir taper sur Facebook pour l'arracher à moi, je vous connais. D'abord que le nom qu'il a, c'est pas ça qu'il a sur Facebook. Voilà. Père Momok. Bonne année le père. Lorbessou. Monsieur y a fait parler de lui à la nouvelle année. Tout le quartier de Lorbessou était scandalisé hier à cause du comportement de monsieur Nia. Je n'ai jamais vu le gros bras de ma vie comme j'ai vu hier. Yeah! Yamo, yamo. Monsieur Nia, tu as fait, on a vu. Yeah. Père de 4 enfants. Il n'a pas pensé à ses enfants parce que jusqu'à hier même, il a dit qu'il ne vit pas pour les enfants. Il s'est suicidé. Ça ne vient pas de moi, ça vient de toi. Il ne s'est pas suicidé, Père Momo, mais ce qu'il a fait, c'était du venir et aller voir. C'était du venir voir et aller. Même le chef du quartier était scandalisé. Le était scandalisé. Tout le quartier même était paralysé. Que s'est-il passé? Marié à Tata point. Je ne donne pas tout ton nom, maman. Calme-toi. C'est rien. Les téléspectateurs vont t'orienter. Mère de 4 enfants. Elle dit qu'elle ne s'entendait plus avec son époux. Monsieur a construit notre maison en Bangé. C'est là-bas qu'il vivait. Il vit là-bas depuis 2 ans. Même pas ça, mettre l'œil sur les enfants. Non. Ce qu'il fait, c'est qu'il passe seulement à l'école. Il paye la pension des enfants. Il récupère les reçus. Tout court. L'enfant est même malade. Quand madame l'appelle, il dit que toi-même tu travailles. Je ne gère plus ça. L'argent qu'on te paye à la fin du mois, prépare à manger aux enfants. 2 ans que tu ne dis plus avec elle, elle vit dans la maison à Lopessou. Depuis. Taco, tu as fait fort hier le premier. L'année dernière, il a dit, libère la maison, va te chercher ailleurs. Soit tu peux louer. Elle a dit qu'elle ne libère pas. Qu'elle va libérer, comment? Que je vais libérer la maison, que les enfants vont vivre où? Jusqu'à aller voir le chef de... Oui, ça fait pratiquement 8 mois que M. Nial a appelé pour lui dire que je veux commencer la nouvelle année en beauté. Je t'ai dit alors que la nouvelle année ne va pas te trouver dans cette maison. Elle est partie voir le chef de famille. Le chef de famille a dit que ne bouge. Tu pars où avec les enfants, reste là. Sauf qu'il a, il a dépassé tout le monde en disant que c'est la sueur de son front. La sueur de sa bouche qui a construit cette maison, c'est sa sueur qui a fait tout pour construire cette maison. Il doit avoir un autre problème, Tendance. Voilà. Il doit avoir un autre problème. Il a dit quoi? Non, il allait en Bangladesh. Il n'a pas caché ça. Il a entendu quelque chose, il a vu quelque chose. Oui. Entre-temps, elle aussi, elle me dit qu'elle ne pouvait pas rester comme ça sans avoir quelqu'un à côté. Voilà. Quelqu'un à côté là, c'est qui? C'est son amant. Qui venait constamment dormir là-bas. Un courageux, quoi. Un courageux. Voilà. Un téméraire. Un homme qui marche avec son cercueil. Le gars,
On lui a dit, parce Oui. que j'ai écouté aussi monsieur Nia, il dit que ma fille, je laisse une femme à la maison avec les enfants, je suis de mon côté. Comme elle ne respecte pas la sueur de mon front, elle prend un autre gars qui vient constamment dormir, habiter et gronder même mes enfants. C'est les gens du quartier qui ont fait le coup. C'est les gens du quartier qui l'ont appelé pour dire que, comme tu as laissé ta femme, il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle. Il a dit, ok, comme celui-là s'occupe de toi, hein, demande-lui de louer une maison, tu vis là-bas avec les enfants. Elle a dit que papa, je ne peux pas moi laisser la maison des enfants pour aller vivre ailleurs. Le 31, il a débarqué sans appeler. Quand il arrive dans le salon, il trouve le monsieur en train de manger les mets de pistache. Comment? Que la mère des enfants a préparé. Comment? Il s'est tourné, il n'a rien dit. Mais hier, à 4 h du matin, pain bon boc. Je dis que je n'ai jamais moi vu les gros bras comme ça. Le gars a débarqué avec les gros bras, avec les gros marteaux. Ils ont mis la maison à terre. Une maison qu'il a construite, il a mis à terre. Que ici, mieux je paie. La femme pleure en disant que as-tu pensé à tes enfants? Point d'interrogation. Bouclier. As-tu pensé à moi? Point d'interrogation. Depuis 2 ans, tu crois que je vis comment? Qui pouvait chauffer mon moteur? Point d'interrogation. Donc à l'heure où je dis là, elle n'a pas bien fêté. Les enfants sont traumatisés. Traumatisés parce qu'ils ont vu les gros bras. Et les gars ne riaient pas. Je ne parle pas des gars du billet, je parle des gros bras. Donc où je suis là, papa, la dame a besoin de vos conseils. Comment est-ce qu'elle doit faire? Lui porter plainte ou encore insister? Partir construire sur le même terrain. Ouais, faire comment? Vous avez tes téléspectateurs. D'accord. Si le terrain appartient au mari, c'est le terrain du mari. Voilà, il dit que comme un autre show dort, c'est à ton show de louer la maison. Voilà. Tu vis là-bas avec les enfants. C'est pas la peine. Ton show vient de dormir dans ma maison que j'ai construite, la sueur de mon front. Oui, il faut dire qu'il y a des hommes quand même, j'ai dit tout à l'heure courageux, mais ce n'est pas le terme qu'il faut utiliser, Charlamel. Je pense que c'est un homme inconscient, c'est un homme écervelé, c'est un homme écervelé qui ne sait pas, qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait. En réalité, il faut dire que l'histoire de ce matin soulève beaucoup de points, de sujets. On va d'abord revenir sur cette démolition de la maison. La démolition a été faite avec les gros bras. Et les gros marteaux. J'ai jamais vu les gros marteaux là dans ma vie. Les massues. Les massues, oui, absolument. Les massues. Les gars cassaient sans rire. Les massues. À terre. Un 1er janvier. Oui. Donc cette démolition. Alors souvent on se plaint que la communauté urbaine vient casser les gens, vient détruire sans au préalable, on va dire, laisser un moratoire aux gens de déguerpir la maison ou bien d'enlever les... Je ne sais pas si quand ils démolissaient la maison, on a enlevé les meubles, tout ce qu'il y a comme dans la maison. C'est la question qu'on pourrait se poser. Mais avant cela, il y a la notion de toile d'araignée que les femmes utilisent généralement dans ce type de situation où l'homme laisse une femme pendant 2 ans sans régler, sans assumer son devoir conjugal. Je vous dis ça comme ça, sans jamais assumer son devoir conjugal. Alors, est-ce qu'en situation de toile d'araignée, on doit aller chercher une personne spécialiste en la matière? C'est une question qu'on pourrait évidemment se poser ce matin. L'autre question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme, je ne veux pas abandonné, mais quitte cette femme pendant 2 ans. Je veux bien savoir ce qui s'est passé et pourquoi on en arrive là. Avec les experts sur ce plateau, on va essayer de comprendre. Et puis, le comportement de ce monsieur, on a commencé par lui, mais à un moment donné, quand même, soyons honnêtes, ce type d'homme ne doit plus exister. C'est des hommes qui ternissent l'image de la masculinité, l'image du mâle dominant. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, je commence par vous ce matin, Florazé. C'est vous qui prendrez la parole en premier. Ce matin, c'est intéressant parce que c'est la première édition de 2019 et l'histoire va le retenir. On va peut-être l'inscrire dans les annales de cette émission. Alors, dites-nous, comment vous appréciez le comportement de cette femme? Mais attendez, mais la femme n'a rien fait. La femme subit tout simplement. Vous savez, comment on peut avoir un homme? L'histoire ne nous dit pas réellement le conflit qu'il y a. Pourquoi un homme quitte sa maison? Il a 2 maisons et qu'il garde.
Jamais. Attendez, il quitte sa maison. Mais ça, on a affaire à un homme désordonné. Florazé. On a affaire... Non, mais attendez, Eric Fopoussi. Vous pas ma question. Eric Fopoussi, vous phagocytez votre famille. Ma question est claire et précise. Le problème, c'est pas la dame. Ma question est claire et précise. Florazé, après vous verrez votre... Oui, mais je réponds à votre question. Répondez à ma question. Oui, le problème... Comment vous appréciez le comportement d'une femme oui. qui amène un monsieur dans la maison de son mari? Je dis bien que ce n'est pas là le problème. Ça, c'est un détail. Mais il y a un problème en amont. Comment un homme peut laisser sa famille pendant 2 ans pour aller s'installer à domicile? Qu'on me dise. Quand il y a conflit, on essaye de résolver le conflit. Alors on essaie de résoudre le conflit. Et maintenant, si on ne peut pas vivre ensemble, on s'entend également, il y a le divorce. Et maintenant, je ne sais pas, l'acquisition des biens pendant ou après le mariage. Est-ce que la femme a droit à ci? Est-ce qu'ils sont mariés légalement? L'histoire ne nous dit pas, il faut pousser. Maintenant, quand vous êtes marié, je dis bien, il n'y a que le sexe est le socle du mariage. Il faut qu'on se dise. Le corps de la femme appartient à l'homme. Le corps de l'homme appartient à sa femme. Alors, si vous vivez sous le même toit et vous passez 2 ans, 3 ans, 4 ans sans vous toucher, sans avoir une certaine intimité, mais il y a de l'hypocrisie. Ça veut dire qu'il y a un des partenaires qui triche. Alors, vous avez affaire à un homme qui ne vit plus sous le même toit que sa femme. C'est-à-dire que c'est lui qui a déserté le foyer conjugal. Il est allé s'installer ailleurs. Il laisse madame et les enfants. Mais attendez, ne pas me dire qu'on a retrouvé un gigolo à la maison, etc. Et tout. Mais attendez, non. Il y a un problème fondamental. Qu'est-ce que le monsieur reproche à la dame? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Il lui reproche, comment on arrive? Non. Il lui reproche ce qu'il lui reproche depuis le 31 décembre. Non, Eric Fopoussi, il y a un problème. Même quand la situation est terrible, même quand tout va mal, qu'est-ce qui peut justifier un homme à quitter le foyer conjugal pour aller s'installer ailleurs? Alors, s'il y a une autre conquête, s'il veut une autre femme, on en parle. Mais l'histoire ne nous dit pas, l'histoire est un peu détachée. Oui, il y a quoi? Est-ce que lui-même, c'est un sorcier? Je ne comprends pas. Comment vous pouvez abandonner votre famille, femme? Et enfin, vous venez un lendemain dire on a retrouvé madame. Et vous venez un lendemain dire on a retrouvé madame avec un gigolo. Je réitère ma question. Est-ce que tout ce que vous avez brillamment expliqué ce matin, d'ailleurs, est le prétexte nécessaire pour faire ce qu'elle a fait, justement? Est-ce qu'à un moment donné, cette femme n'aurait pas dû, même pour sa propre fierté à elle, dire à ce monsieur j'ai parlé de l'acquisition d'aller ailleurs? Oui, j'ai parlé de l'acquisition des biens. Non, je dis au gigolo d'aller faire leur sabourette ailleurs. Je ne sais pas, l'histoire, est-ce que la maison appartient à la dame? Parce qu'il faut qu'on le sache. La maison appartient au monsieur. Mais la maison appartient au monsieur. Vraiment, je ne sais pas, est-ce que c'est comme... L'histoire est un peu décousue. C'est que l'homme ne nous dit pas tout dans cette histoire. Non, c'est l'homme. C'est l'homme qui vient se plaindre chez Tendance. Il expose un problème, mais il ne nous dit pas tout. Parce qu'on n'a pas la version de la dame. Maintenant, je dis que la chair est faible, Eric Fopoussi. On est venu trouver un gigolo, oui, ça se passe chez la dame, etc. et tout. Mais avant ça veut dire que ce monsieur, visiblement, qu'on a retrouvé au salon le 31 décembre, passe régulièrement ses nuits là-bas, il mange là-bas, il s'y sent chez lui. Et alors? Peut-être même que le gars m'a engagé des procédures pour arracher la maison, parce qu'on ne sait jamais. Et alors? Où est l'homme? Où est le chef de famille? Prenez vos responsabilités et apprenez à résoudre vos problèmes. Un homme qui quitte sa maison pour aller s'installer ailleurs et laisse femme et enfants est un lâche. Et il ne peut que subir ses conséquences. Non, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, vous direz ce matin. Merci Florazé, c'est bien compris. Alors, Charles Hamel, vous avez attentivement écouté l'histoire de ce matin, vous avez écouté les arguments développés par Florazé. Vous dites que cette femme, comme Florazé, n'est pas condamnée. Monsieur El Fopoussi, cette femme est une femme aux mœurs légères. C'est une femme frivole. Je n'ai pas envie d'employer un mot qui paraîtra grossier pour les téléspectateurs. Sur ce même plateau, l'an dernier, monsieur El Fopoussi, lorsque nous soulevions la question des hommes qui mettaient leurs femmes dehors, Florazé disait, est-ce qu'il avait pensé aux enfants et tout? L'homme dit que je te laisse parce que je pense aux enfants et tout, je m'en vais. Maintenant, il dit, c'est elle là.
Finalement, elle veut quoi? On met dehors. Non, mais on met dehors. Vous dites que l'homme il sera pour ses enfants. Maintenant, lui décide de s'exiler. Ça devient qu'il est lâche. Donc, mettez-les dehors. Mais s'il s'exile. Revenons à la première, mettons-les dehors. Pourquoi mais s'il s'exile, n'avons plus à venir regarder. Cette femme ne trompe pas son mari depuis le jour où il est sorti. Le gigolo là est là depuis. Et il vous fait c'est les multiples appels, les multiples WhatsApp, les multiples messengers qui ont alerté son mari. Le mari a dit arrête une fois, arrête deux fois. La femme s'est refusée à le faire. L'homme a dit ok d'accord, comme c'est lui que tu as choisi, pour ne pas être violent ni être assassin, je vous abandonne. Et la preuve, il n'a pas construit cette maison en un jour, monsieur Rifopoussi. C'est ça, là, il faut véritablement applaudir. Il n'a pas construit cette nouvelle maison en un jour. Il a construit cette maison pendant un certain temps. Et il disait à la femme, je vais te quitter, je vais partir. Et puis, il vit dans cette maison seul, monsieur Rifopoussi. Bravo à cet homme. Il vit dans cette maison seul. On n'en sait rien. Il n'a pas, non mais tendance l'a dit, il n'a pas de femme. Il n'a pas seul, il vit seul. Ça suppose qu'il attend encore que sa femme se range et qu'elle devienne quelqu'un. Monsieur Rifopoussi, Négou. La maison est un lieu sacré, un temple, un hôtel où on pense, on concorde, on réfléchit, on organise, monsieur Rifopoussi. Rien ne devrait venir violer la maison. Même les jeunes garçons qui ont leur chambre où les filles défilent, chaque fille est un esprit. Positif ou négatif. Chaque fille qui défile est un esprit positif ou négatif. Chaque rapport sexuel que vous entretenez différemment avec différentes filles dans votre maison, vous la maudissez. Vous la maudissez. Une seule personne doit entrer dans un temple, votre temple, monsieur Rifopoussi. C'est là où vous dormez, c'est là où vous pensez, c'est là où vous vous projetez. Est-ce que cette femme, Florazie, a pensé à ses enfants lorsqu'elle faisait venir le gigolo? Comment est-ce qu'il devait l'appeler? Voir ces enfants qui voient un autre que le père entrer dans la chambre conjugale. Arrêtez ça. Arrêtez-nous ça, s'il vous plaît. Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, j'ai tout à l'heure semblé écouter sur ce plateau que qu'est-ce qui nous fait croire que le pervers en question, il est gigolo. Alors, c'est une question d'évidence. Oui. Ça va de soi. Un homme qui vient s'installer chez une femme. Bon, l'histoire, on n'est pas... La violation d'un temple implique la destruction de ce temple. Il n'y a rien d'autre. On a compris. Mais monsieur quitte la maison, pourquoi? C'est ça le véritable problème. Non, mais Chalamel l'a dit. Il va où? Ce monsieur a eu des suspicions. On sort de chef de famille, vous n'êtes pas, il faut pousser. Il va où? D'accord, très bien. C'est compris, Florazie. Vous avez aujourd'hui le chic pour trouver ces hommes-là lâches, comme vous l'avez dit. Alors... Bon, de l'histoire de ce matin, qu'est-ce qu'avez-vous à dire? Je tire un coup de chapeau à cet homme. Voilà. À M. Niang. Je lui dis, mon fils, c'est ce qu'on fait. C'est ce que nous conseillons à nos enfants aujourd'hui de faire. Non, regardez, pour mieux comprendre, voilà ce qui se passe. Pour un homme respectueux des valeurs traditionnelles, un homme ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. On laisse que la femme étale elle-même sa frivolité. D'accord. Pourquoi? Parce que si vous dévoilez l'infidélité de votre épouse, la famille vous demande votre avis. Vous voulez des réparations, vous voulez la séparation, vous voulez quoi? Si vous dites, mon frère ou l'ami qui sort avec ma femme doit venir me donner ici 3 chèvres, ça veut dire que vous lui demandez de doter votre épouse. Voilà. Ça veut dire que vous lui donnez la permission de la prendre comme vous-même. Et vous ne pouvez plus vous plaindre. D'accord. Il y a donc l'autre option qui veut dire que la famille, parce que la femme, lorsqu'on vous dit que c'est la famille qui épouse la femme, parce que vous ne parlez pas le jour de la dot. En fait, c'est l'honneur de la famille que la femme est en train de bafouer. Et l'homme qui le sait, il s'est dit, je vais être comment? Mon épouse que tout le monde a accepté. D'abord, voilà, monsieur, ça veut dire que le Bessou, c'est son cousin, il va en Bangé. Donc, en fait, le Bessou et Mbangé, c'est des frères. Donc, le monsieur n'est pas loin. D'accord. Il n'est pas loin. Il veut seulement dire,
la saleté qui est arrivée ici, si j'ai réuni la famille, quelle honte j'aurai. Et ma femme qui a déjà les enfants. Voilà. Comment les enfants vont-ils grandir avec à l'idée que maman a été mise dehors pour des problèmes de ce genre. Il dit, madame, vraiment, cachez vos choses. Comme je ne peux pas revoir ça, je m'en vais ailleurs. Mais, cachez. Non, madame pense donc que, mais donc, monsieur, de toutes les manières, il est parti. Bon, j'ai le quartier libre, je peux. Voilà, c'est donc oubliant ça. Et qui choisit, la deuxième chose, qui choisit le domaine conjugal, le domaine conjugal. Quand on dit monsieur abandonne le foyer, c'est le monsieur qui établit le domicile conjugal. Qui élit domicile conjugal, chouette, oui. Puisque madame a changé de nom, vous êtes devenu madame telle, c'est monsieur qui choisit. À ce moment, à interpeller chaque fois, mais monsieur, vous êtes fou, vous êtes quoi, vous êtes... Le gars se rappelle que, alors, depuis 2 ans, je souffrais seul. Comme ça arrive comme ça, et les enfants à côté, le pauvre. Je fais comment? Il dit, madame, allez ailleurs avec votre amant. Il ne dit pas, non, moi c'est ici. On a construit cette maison ensemble. Qui vous construit une maison? Là maintenant, il prend donc la décision qu'il faut prendre. On n'a pas allé revoir le délégué du gouvernement pour vous donner le permis de détruire. Vous passez par un tribunal qui va vous dire que madame aille au tribunal si elle veut. Donc il dit, monsieur, je vais reconstruire, mais pour le moment, je casse. Donc, est-ce que quand il fait ça, est-ce que quand il veut protéger et sa femme et les enfants. Parce que les enfants vont dire, papa nous a mis dehors. Puisque ça va attirer l'attention des gens. Oui, sur lui. Il faudrait en fait qu'il continue à protéger sa femme. Comment Madame Nia sera considérée comme une femme frivole qui amène des gens et tout, mais justement, il veut attirer l'attention sur lui. La maison, pour faire sortir le rat d'un trou, on enfume le trou. Et on garde un endroit secret, on sait qu'il va sortir avec le sac. Dès qu'il sort, il entre dans le sac. Monsieur, il faut possible. Les voisins, en cassant, cette maison, ça n'arrange rien. En cassant, le gars est dedans, il dort. Quand on va faire boum, il voit boum, il va sauter par la fenêtre. Il ne va pas sauver celle avec qui il est. En sautant, les voisins vont dire, le voilà. Arrêtez-le. Non, ce que j'allais dire, c'est que depuis 2-3 ans déjà, l'entourage avait constaté que le monsieur n'était plus dans la maison. Ça, c'est un déshonneur. Et qu'un autre monsieur est venu remplacer. Ça, c'est un déshonneur pour la femme, pour la famille. Non, c'est pas un déshonneur pour la femme, c'est pour le mari. C'est la toiture qui cache tout ce que nous vivons dans nos maisons. Vous allez voir des couples qui sont ensemble dans leur propre maison. Monsieur ne fuit pas le foyer. Madame ne fuit pas, on est là. On fait chambre séparée, mais on est là. On a des conflits, mais on est là. Quand un partenaire décide de partir, décide de ne plus revenir, et il faut pousser là, ce n'est pas une disgrâce. On s'entend, c'est normal, ça peut arriver. Il y a des moments dans la vie où on ne se supporte plus. Pour que le pire n'arrive pas, on se sépare. Alors, moi, je pose une question simple. Est-ce que la femme était au courant de ce nouveau domicile du monsieur à Manguet? A-t-elle donc pris l'initiative d'aller rendre visite au monsieur? Entre-temps, elle va faire quoi? Donc, selon vous, monsieur, il faut poser les monsieur vient compter, on n'a pas la version de la femme et tout. Mais madame dit que je voulais même qu'il libère depuis. Voilà, monsieur, comme il est parti, tant mieux. Il ne va pas là-bas. Ok, très bien. Tendance. C'est être méchant. Papa, on ne fait pas ça. Détruire, c'est facile, mais construire alors. Combien coûte un sac de ciment à nos jours? Il connaît. 16 500. 4 500. 16 500. 16 500. Non, parce que c'est très facile de détruire, mais construire alors c'est un problème. Reconstruire. Quelqu'un débarque là, et les gros bras même qui cassent. Vous n'avez pas pitié, vous n'avez pas honte. Vous cassez quoi? Le gigolo vient faire quoi chez ce monsieur? Vous cassez quoi? Lui, mais il est où depuis? Mais attends, nous sommes les femmes, on a besoin d'être
Quand tu viens détruire... Sur le lit conjugal où tu as conçu tes enfants. C'est parce que lui-même, il est... Dans la chambre conjugale, où tu as conçu chacun de tes enfants. Elle n'est pas le bois. L'hôtel sur le lit, allez ailleurs. Elle n'est pas le bois. Allez ailleurs. C'est pas le menuisier. Le gars a même eu la chance. Combien d'hommes Si ça avait été moi, je lui aurais appliqué la réalité traditionnelle. J'aurais écrasé ce qui lui sert d'instrument. Vous l'aurez. D'ailleurs, j'ai suivi une histoire. Si c'est comme ça, je lui aurais écrasé cet instrument. Ce qu'il dit est réel. J'ai suivi une histoire où un monsieur, justement, se livrait à des pratiques pas communes avec la femme d'un autre monsieur. Et le monsieur lui a jeté un sort. Et le gars, il est mort parce que son appareil génital ne faisait que pourrir, par exemple. Vous savez, moi, je ça sortait les comment on appelle ça, les asticots. À un moment donné, il y a des gens qui sont intransigeants et qui vous sanctionnent. Et je vais vous dire qu'il y a des hommes qui gâtent parfois le sexe de leur femme. Je vais vous le dire, qu'il n'y a que lui et lui seul qui portent. Quelqu'un d'autre s'amuse. Et lui, il peut aller ailleurs. Je dis quelqu'un d'autre s'amuse, il y reste. On a vu des gens calés. Vous avez vu plusieurs images sur Facebook où quelqu'un entre dans le sexe de la femme de celui qui une autre femme, il bloque. Jusqu'à ce que l'homme vienne claquer le doigt. Il faut dire aux gens dehors qui ont quelques qu'il y a aussi des hommes. Il y a aussi des hommes qui font de leur femme leur laboratoire pour puiser les chances des gens. Ça veut dire ça veut dire que la femme est là, vous avez le sentiment qu'elle est frivole, mais à chaque fois qu'un monsieur va avec cette femme, il le transfère à son mari. Donc il faut dire ça aux gens qui ont souvent... Non, c'est pour dire aux gens de faire attention avec ces questions-là. C'est des questions éminemment spirituelles et il faut faire attention. Mais vraiment, en détruisant la maison, ça n'arrange rien. Non, il n'a pas dit que vous l'arrangez. Non, ça n'arrange aucun. Il a dit, pour préserver sa femme, il ne faut pas que l'infidélité de sa femme soit venue. Il préfère qu'il soit considéré comme un homme méchant qui a détruit. Et ça, c'est une bonne attitude. Parce que, en fait, ma fille, qu'est-ce qu'on dote? Quand on vous dit là, on me dote, qu'est-ce qu'on dote? En réalité, c'est le sexe de la femme qu'on dote. Sachez-le. Peut-être on commence une nouvelle année, il faut bien savoir ce que... Et quand vous abandonnez votre femme, vous faites votre mea culpa, puisque l'homme n'abandonne pas comme ça, il vous dit, madame, ce que j'ai doté là, tu es en train de distribuer, j'étais seul. On t'a bien dit que c'était à moi. Bon, il dit, si je ramène ça dehors, ça va être un déshonneur pour toi, puisque je t'aime. Je te donne un moment de repentance. D'accord. Je quitte. Et toi, tu penses que ce moment de repentance, comment ça se passe? Quand même pour se séparer d'une femme, on n'a pas besoin de faire ça. Entendez-vous? Non, on s'attend comment? Vous ne pouvez rien dire à une femme qui est amoureuse. Tu n'as pas pensé. Une femme amoureuse n'entend rien. Elle n'entend rien. Elle ne comprend rien. Comme un homme amoureux charmé et tout. Merci. On a vu plein d'hommes déserter la maison, aller vivre pendant 5 ans, 10 ans ailleurs. Merci beaucoup pour cette perche. On va lire quelques messages, Florazé. Merci beaucoup pour cette perche. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi cet homme a dû procéder par une méthode beaucoup plus soft pour arriver donc à la brutalité à la fin. Non, c'est la bonne méthode. Non, mais écoutez, il a commencé avec du soft et après, il y allait avec brutalement. C'est un monsieur stratège. Allez-y. Je casse et je viens avec le galion, on racle ça le matin, on casse dans la braise de terrain. Il a détruit son couple depuis le début. Venir casser un parpaing et tout pour moi, c'est vil. Ok, ça veut rien. Merci même pas un acte important. Merci beaucoup de nous lire quelques messages, Florazé, je vous en prie. Cet homme n'est pas seul. Le mien au cadre a décidé de ne plus rationner sous prétexte que même la femme peut s'occuper des enfants que nous avons. Nous avons 4 enfants. Donc on a une dame qui s'identifie à l'histoire du choix. Oui, faites votre mea culpa, madame. Ne râlez pas poser le problème sur cette terre. On doit aussi dire à certains hommes, quand même, c'est pas sérieux. L'origine du problème, c'est quoi? On ne peut pas... un homme, si vous avez un problème avec une femme, ce n'est pas avec ses enfants, ce n'est pas en menaçant les enfants, qui n'ont rien à voir. Mais nous commençons une nouvelle année. Oui. Dites-moi, faites le statistique si vous voulez, vous allez nous dire au 31 décembre de cette année. La femme, son argent, c'est pour elle-même. D'accord. Et lorsque vous vous rendez compte que tout,
La femme est à mesure d'acheter, parce qu'elle a son petit frère à la maison, de s'investir pour son propre petit frère et laisser son fils avec qui il est dans le même problème, dit attends ton père. Mais et il s'occupe de son... Moi, je règle ces problèmes tous les jours. Et à ce moment, vous voulez que le monsieur... Ça n'enlève pas au monsieur d'avoir la responsabilité de son fils à lui. C'est une responsabilité sociale. Il faut bien se prendre ça désagrège l'atmosphère sociale qui règne au sein. Vous avez raison, mais sauf que... Pourquoi la femme ne peut pas acheter les deux et dire à monsieur que tes enfants n'étaient pas bons? Moi, j'ai dépensé tel... J'ai même vu... Est-ce que l'homme doit conditionner? J'ai vu un cas il y a 2 semaines. D'accord. Mais monsieur est parti en Allemagne. Il rentre, fait 2 jours. Son épouse lui dit, j'ai acheté les serviettes hygiéniques à ta fille, rembourse-moi. Mais j'étais tombé des nues. Je vous dis des choses réelles. Ce sont des écarts. Mais est-ce que au nom de ces écarts-là, les hommes doivent démissionner justement de leur responsabilité? Ils démissionnent pas quand la femme vous dit, rendez-moi compte. Non, elle vous dit non. De toutes les manières, votre expression où on dit derrière chaque grand homme c'est cache, il faut dire à côté. Finalement, elle est devant. Donc, elle va même parler avant que vous ne preniez la décision. D'accord, on va lire d'autres messages, Florazé. Et je rappelle que là, et c'est l'occasion pour nous aussi de tirer les oreilles à ce monsieur Nia qui, évidemment, ne s'occupe que de la pension et qui... Et de la pension. Blessé. Non, cet homme est blessé. Les enfants sont complices de cette sorcellerie. En conséquent, les enfants peuvent empoisonner leur père. On a touché le fond avec chacun. Quand cet homme a dit non pas dire à leur père, pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas dit à leur père qu'il y a un autre tonton qui veut dormir à la maison? Mais les enfants aussi ont besoin d'amour. Quand ils voient dans l'amour, ce que papa n'a pas pu faire. Vous avez réussi. Merci beaucoup. On va lire quelques messages pour la suite parce qu'on a beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps pour ce matin. Allez-y, quel que soit le cas, une femme normale, même si son mari est décédé, pour le respect des enfants, une bonne femme ne doit pas avoir des relations avec l'homme dans la maison. Une autre réaction ce matin, c'est terrible. Si elle veut avoir une relation avec un amant, c'est à l'extérieur. Je dis, je passe par la chambre où elle dort. Un dernier message, allez-y rapidement. Alors, ce monsieur quitte la maison, il va où? Vraiment, bonne année à vous. D'accord, merci. Nous sommes le 3e jour de la semaine et le 2e jour de l'année. Madame, monsieur, merci de nous rester fidèles sur Equinox. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du discours du chef de l'État à l'endroit du peuple camerounais. Question. Qui rédige les discours du chef de l'État? Prend-il le pouls de la société camerounaise avant de pondre le discours du chef de l'État? Est-ce que le chef de l'État prend la peine de lire ce discours ou le découvre-t-il comme l'ensemble des Camerounais que nous sommes? J'ai écouté le discours du chef de l'État et je n'ai rien compris. Vraiment, si vous avez compris quelque chose, expliquez-moi. Qu'est-ce que le chef de l'État voulait-il nous dire? D'ailleurs, pourquoi est-ce que les ministres de cette République n'ont pas assailli les plateaux TV comme à leur habitude, pour expliquer l'inexplicable et l'inextricable? Une phrase a retenu mon attention. Vous avez dit 2 points, je cite, « Dans les années 80, la forte détérioration des termes de l'échange a compromis notre marche en avant. » Point. Fin de citation. Monsieur le Président, que voulez-vous nous dire en nous rappelant les années 80? Savez-vous qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, a tout autant souffert que nous? Est-ce que cela les a empêchés de redoubler d'efforts avec à la clé une guerre civile
qui a fortement endommagé l'ensemble des structures étatiques et la cohésion de la Côte d'Ivoire. Non, comme un seul homme, ils se sont levés et ils ont travaillé. Que dire du Rwanda? Un petit pays sans aucun accès à la mer, avec un développement exceptionnel dont nous passons le temps à contempler. Ils se sont relevés, ils ont avancé de 20 ans sur nous, alors que nous pataugeons encore. Voulez-vous nous parler des années 80, où nous avons passé le temps à aider d'autres pays comme la Malaisie? Des pays aujourd'hui qui sont devenus premiers producteurs d'huile de palme, alors que nous pataugeons, alors que c'est chez nous qu'ils ont appris comment planter le palmier à huile. Vous nous parlez des années 80, avec la forte détérioration des termes de l'échange. Mais avant, vous rappelez-vous qu'avant de prendre le pouvoir, votre prédécesseur avait laissé 1500 milliards de francs CFA des recettes pétrolières dans les banques américaines. Qu'a-t-on fait de cet argent? Rappelez-vous que dans les années 70-80, le Cameroun avait les indicateurs socio-économiques les plus élevés d'Afrique. Le produit intérieur brut, l'espérance de vie et les salaires du personnel de l'État étaient élevés et le chômage faible. Dans les années 80, on avait de trop belles sociétés florissantes telles que Fonader, Sokame, Mideviv, Fogapé, Kamchik, la Cameroun Airlines, qui était la première compagnie nationale de transport aérien en Afrique avec 11 avions. La Société nationale d'électricité avec une centrale hydroélectrique de 388 MW. La compagnie des eaux, un tronçon de chemin de fer de 622 km reliant Yaoundé à Douala qui a été offert par la suite aux Français. Savez-vous que durant cette période, les produits étaient régulés et vendus par des sociétés parapubliques afin d'assurer un maximum de revenus à la fois à l'État et aux producteurs? Les paysans étaient comme ça. Vous nous avez dit que la baisse du cours du pétrole et des matières premières a eu le même effet. Nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons élaboré une stratégie de développement articulée en 3 temps. Les grandes ambitions, les grandes réalisations et les grandes opportunités. Monsieur le Président, que sont devenus les centrales thermiques, le projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, le complexe industriel portuaire de Kribi, l'offre publique en formation sanitaire toutes catégories, la gratuité de l'enseignement primaire, le recrutement des enseignants, le paquet minimum aux écoles, la résorption à brève échéance du déficit énergétique et de l'eau, le yacht pétrolier de Limbé, la création de l'usine de fabrication des tracteurs, la construction des palais de justice inopérationnels. Qui se souvient ou qui ne se souvient pas du projet Barclay de l'arrimage de la CATV sur satellite, lequel engloutit plus de 2 milliards de francs CFA. Au lieu de grandes ambitions, des grandes réalisations, on a eu droit aux grandes arrestations, grandes convocations au TCS et au Conseil de discipline budgétaire et financière. Vous rappelez-vous qu'en plus des matières premières, café, cacao, banane et j'en passe, le Cameroun commercialisait aussi son pétrole, son bois et j'en passe. Qu'avez-vous fait de cet argent? Oui, dites-nous, qu'avez-vous fait de cet argent? Parce que le Cameroun a vendu. Vous nous avez dit, vous pensez aux générations futures. Eh bien, il est temps de partager. Voulez-vous nous dire qu'on a passé 36 ans en plein errement sans aucune planification, partant du principe que gérer c'est prévoir? Qu'avez-vous donc prévu? Monsieur le Président, rappelez-vous qu'en 1980, lorsque vous preniez le pouvoir, le Cameroun se portait bien. Dans le secteur industriel, il ne vous restait qu'à procéder à l'intensification de la politique de transformation des matières premières locales, la création de complexes agricoles, agro-industriels de grande superficie, la promotion d'une industrie lourde, facilitée par la création et la réalisation des barrages de Sonloulou et des lacs d'eau, la création d'industries manufacturières compétitives, la poursuite de la politique de création d'entreprises, la politique de décentralisation industrielle et la révision du code des investissements. Qu'avez-vous fait? 36 ans, on partage et on patauge. Qu'avez-vous dit au sujet du transport encore absent de l'énergie? Des 11 milliards qu'il faut pour la réhabilitation de Sonloulou, de l'engloutissement de près de 90 milliards pour le barrage de Mekine, qui de manière normale offre moins de 15 MW.
On vous a laissé un Cameroun avec une capacité totale énergétique de 738,4 MW qui malheureusement n'a pas changé. On coupe, on souffre de délestage. Dans le secteur des voies de télécommunication et communication, 90% du réseau routier est encore constitué par des routes en terre. Quel effort a été fait pour développer nos infrastructures de transport? Car des routes nationales numéro 1, 2, 3, 4, 6, 11. Les axes Mora, Dabanga, Kuseri, Baturi, Okaduma, Mulundu, Kumba, Lum, Mundemba, Isangele, Oku, Fort, Misager. Près de 36 ans après, le secteur routier reste encore déplorable. Mulundu, situé à l'extrême est sur le fleuve Ngoko, est une ville isolée du reste du pays du fait de l'absence de routes bitumées. La reliant Bertoua via Yokaduma et Baturi. La ville de Yabassi connaît un enclavement qui ne dit pas son nom, appelé à être un carrefour entre les régions du centre, Pandikinimeki, à de l'ouest par Bafan, du Mungo par Loum, du Vouri par Douala, de la Sanaga maritime par Edea. Allez voir. Dans le secteur de l'énergie, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? Rien. Dans le domaine de l'eau, vous nous avez promis le 31 décembre 2017, autant pour moi, que vous allez renforcer, vous allez renforcer et vous mettrez tout en termes de priorité pour que l'eau coule à flot au Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, on a une semaine, 2 mois, 3 mois en Djombe, il n'y a ni lumière, il n'y a ni eau. Douala, on cherche de l'eau. En matière d'urbanisme, votre prédécesseur avait retenu 4 modalités d'intervention. Aujourd'hui, nous sommes où? On construit sur la construction des constructions de la construction. Dans le programme jeune, il était question de lutter contre l'exode rural. Vous avez dit, vous accordez encore un temps. Mais hélas, à cette époque, lorsque vous prenez le Cameroun, il était question pour vous d'assurer au sein des campagnes de développement des activités communautaires dans un cadre compétitif, de garantir une juste rémunération des produits agricoles, de promouvoir l'organisation d'un cadre de la vie dans les campagnes en vue de les rendre plus attrayants. Aujourd'hui, tous les jeunes fuient les villages parce que les élites, parce que vos collaborateurs ont acheté toutes les terres, parce que vous avez donné toutes les terres aux Chinois. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que quoi? Que rien. Le Cameroun ne nous appartient plus. Comment comprendre que vous nous dites que la Confédération africaine de football, au regard de certaines données, a pensé qu'il fallait procéder à un glissement de date, alors qu'au soir du 31 décembre 2017, vous nous avez dit que la CAN se déroulera le jour dit, puisque vous vous y êtes engagé personnellement. Dans un pays où on ne tient pas ses promesses, dans un pays où on ne tient pas ses engagements, il ne reste plus qu'une seule chose. Suivez mon regard. D'accord, on va suivre votre regard, Chalamel, et on va le suivre vraiment jusqu'au bout ce matin, puisqu'on va parler de ce discours déconnecté de la réalité ou des réalités des Camerounais de Komando, des Camerounais de Kowloon, des Camerounais de Dakar, des Camerounais de Bilongé, eux qui vivent le vrai Cameroun tous les jours, eux qui vivent le Cameroun au quotidien et qui savent effectivement ce qui se passe réellement sur le terrain. Et le discours présidentiel du 31 décembre a encore été l'occasion de se rendre compte, là encore, de ces prétextes, de ces boucs émissaires, de tous ceux qui ralentissent la marche du Cameroun vers l'émergence. D'ailleurs, le président en a fait une cause nationale. Encore faudra-t-il que cette cause nationale qui est ainsi érigée soit une cause qui ne soit pas que pour demander les efforts aux Camerounais et que tout le monde, qu'on soit aisé ou moins aisé, que tout le monde mette la main à la pâte pour que le Cameroun avance. Puisque l'impression qu'on a désormais, c'est que on privilégie les classes sociales aisées et vous savez que le pauvre Camerounais, nous autres les descendants, c'est nous qui sommes obligés le plus souvent de faire tous les efforts. Alors, Bengan a évoqué ici, et d'ailleurs c'est un cas palpable, le président Paul Biya a ressuscité les années 80 le 31 décembre 2018. C'est ce qu'on peut dire. Oui, absolument. Oui. Mais comme toujours, il a refusé le père de bilan. Et vous l'avez dit à l'entame de l'émission, il a donné le tort à cet environnement international qui fixe des prix sans nous consulter. Alors que ce n'est pas tout à fait exact. Oui. Il faut dire les choses comme elles sont. Déjà, dans cette année 80, parce que quand il nous ramène là,
il se rappelle lui-même qu'il était Premier ministre à l'époque et qu'on était sur l'orientation suivant la base des plans quinquennaux. Et le plan quinquennal de 81 à 86, c'était le 5e plan. Et c'est ce 5e plan que Ahidjo lui a transmis comme feuille de route. Moi, je me limite seulement sur le plan agricole. D'accord. Il y avait 3 points sur ce plan agricole. Oui. Et je me réjouis, on le disait ici dernièrement, moi je vous avais dit qu'il n'y aura rien de nouveau qui allait se passer. Oui. Quand je faisais allusion à cette sortie du colonel Bobo Ousmanou, qui parlait de sa région d'origine, de la Damawa, et qui avait dit que la Damawa pouvait servir de cadre à ce qui était considéré comme le projet Yabassi Nkam, de moins, le projet Yabassi Bafang à l'époque, et qu'on pouvait réadapter. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qui s'était passé pour que le président de la République actuelle abandonne ce projet? Puisque c'est ce que Ahidjo lui a transmis avec le service civique national de participation au développement. Vous parlez ici, je ne sais pas si c'est Flora ou Chalamel qui avait fait une chronique un jour en parlant de mercredi de propriété ou jeudi. Vous avez des slogans comme ça qui ne servent à rien. Des slogans creux. Voilà, nous on avait dans ce pays, on appelait journée nationale, mais en fait c'était journée nationale d'investissement humain. Que ce soit dans les villages ou ici, il y avait ça, cette journée nationale d'investissement humain. D'accord. Et il y avait donc ce premier problème. Le deuxième projet sur le plan agricole que le président Ahidjo lui a laissé dans ce plan quinquennal 81-86, c'était la plaine de Mbo, le programme de planissement de la plaine de Mbo. Il fallait accélérer la culture du riz pour la consommation locale et l'exportation. Troisième plan, c'était un programme intégré, parce qu'il a parlé de décentralisation de tout, qui était notamment encadré dans la région de nord-ouest, notamment dans le département de Mbui et du Ndonga Mantoum. On avait retenu 72 000 hectares de terrain où on devait faire des produits agricoles, agro-pastoraux et tout, mais un 18 juin 1983, il a tout mis à terre. Donc il fallait qu'il nous rappelle cela. 18 juin 1983. Samedi 18 juin, voilà, samedi 18 juin 1983. C'est le début de la grande chute, de la grande chute. Donc il choisit lui-même de faire un plongeon dans le gouffre. Dans le gouffre, parce que je peux le rappeler également. Parce que lorsqu'on lui transmet le pouvoir le 6 novembre, en fait, lorsqu'il prête serment le 6 novembre 82, il fait sa première grande interview. Je pense qu'il est apparu dans Cameroun Tribune mardi, le 13 janvier 1983. Et le titre à la une que Henri Bandolo choisit, c'est la rigueur, l'intégrité et la moralisation ne sont pas des termes nouveaux. Et dans la question, il retrace effectivement comment le discours d'Ahidjo à Bafoussam, le 13 février 1980, retraçait un certain nombre de choses qu'il lui-même a abandonnées. Et je termine par quelque chose qui m'a semblé ambigu. Il ne fait pas le bilan du 5e plan, mais le 14 août 1983, il vient lancer le 6e plan quinquennal à l'Assemblée nationale. Et son premier ministre, son ministre des Finances de l'époque, je me rappelle, c'est Sadou Ayatou. Il fait une sortie, parce que devant la représentation nationale, le président Biya dit non au FMI. Et quelques temps après, effectivement, M. Sadou Ayatou vient et dit, je cite, « Les solutions du FMI sont des solutions de choc et les pays qui y ont recours ne sont toujours pas sortis de l'auberge. » Fin de citation. Et là, nous sommes en 86, Et on le constate aujourd'hui. Ah, absolument. Mais sauf que, en faisant la rétrospective de 86, Cameroun Tribune sort, je pense c'était le 14 janvier 87, à la une, parce qu'après avoir fait le même discours qu'il a fait dernièrement, il a reçu l'ambassadeur de prestation de vœux. Vous savez comment ça se passe. Cameroun Tribune titre à la une, la démocratie s'affirme, l'économie se renforce. Wonderful. Et quelques temps après, Sadou Ayatou vient nous dire que maintenant, comme vous voyez, on est même au FMI depuis longtemps. Voilà. Et février, encore le 20 février, la même année 87, Cameroun Tribune revient encore et dit
le Cameroun avance, un constat rassurant dressé par le chef de l'État. Mais comment on peut faire des constats rassurants et comment ça nous En tout cas, et pour ceux qui ont lu la une de Cameroun Tribune de ce matin, c'est bien évidemment les jalons de l'émergence. Voilà. Donc ce n'est pas voilà, ce qui était fait en janvier, février 2017. Voilà, on va, madame, monsieur, marquer une courte pause. On a encore beaucoup à dire sur ce discours présidentiel. On va dire aussi que, évidemment, il y a des choses qu'il a dites, notamment ce septennat qui commence et qui, pour lui et pour le président Paul Biya, sera le septennat le plus, on va dire, le plus important de notre histoire, et que ce sera le moment le plus important de notre histoire. Ça, je le paraphrase. Et il faut dire qu'on a vraiment en face de nous un médecin qui fait un diagnostic et il se trompe complètement sur l'état de santé de son patient. À tout de suite. De votre magazine républicain sur le plateau républicain 10-12 le Zénith de ce 2 janvier 2019. On est très heureux parce que cette année commence très bien. On va surtout dire que nous avons longtemps alerté ici sur la nécessité pour les uns et les autres de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Je rappelle qu'en ce 2 janvier, donc, Elecam rouvre les opérations. Donc, il est important que chacun aille donc s'inscrire pour ne pas se retrouver lorsque les échéances vont arriver à dire « Ah, je n'ai pas de carte électorale, je ne vais pas voter ». Non, c'est souvent un terme qu'on emploie ici aux yeux des citoyens. C'est important que vous l'ayez à l'esprit. Alors, pour cette deuxième partie, on va prendre quelques messages que vous envoyez en réaction au sujet que nous avons développé sur ce plateau, mais ensuite nous ferons la revue des réseaux sociaux. Alors Flora, c'est à vous. Oui. Alors la première réaction par SMS de cette seconde partie nous dit le président nous a demandé de l'aider, nous ne l'oublions pas, et dont ce dernier a constitué son gouvernement. C'est ce gouvernement qui embête depuis un bon moment. Faisons des propositions, voilà, nous dit-il ce matin. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas bon, cher ami. Justement, j'ai eu ce débat, monsieur Foposine, vous permettez. Les gens vous disent, mais l'État, c'est vous. C'est faux. C'est faux. Nous sommes les citoyens que l'État doit encadrer. Pourquoi le chef de l'État, un chef de l'État, s'engage-t-il à diriger le pays? Pourquoi demande-t-il à son parti de l'investir? Ou alors pourquoi un parti investit... se soumet-il au suffrage universel? Voilà, pourquoi un parti investit un citoyen pour assumer la haute charge du président de la République, par exemple? C'est précisément parce que ce parti politique croit avoir une vision. Et il vient avec cette vision pour convaincre ses concitoyens à le voter. Bon, pour le nôtre, les grandes opportunités, bon, enfin, il a dit trois. Les grandes ambitions d'abord étaient inscrites priorité des priorités infrastructures routières. En quoi le citoyen camerounais n'a-t-il pas aidé le chef de l'État pour réaliser les infrastructures routières? Donc, quand lui, il énonce un programme pareil, qu'il dise alors que, bon, je voulais faire des routes. Par vos actes de vandalisme, vous avez toujours saboté. Aujourd'hui, il ne nous dit même pas où se trouve l'autoroute Douala-Yaoundé, ou même l'autoroute Palais des Congrès Simalène. Et ou bien combien ça nous coûte réellement. Voilà. Et en 2011, il parlait des tramways. C'est nous qui avons parlé des tramways à Douala-Yaoundé. D'accord. Et un chef de l'État, nous devons lui demander des comptes. Ce n'est pas on va l'aider comment. Voilà. Si lui n'impulse pas. On va continuer à lire les messages, Florence. À Yaoundé, Mohamed Bello réagit, le président de la République n'est vraiment pas au courant de ce qui se passe dans la région de la Damawa, où les populations ne dorment plus dans leur domicile tous les jours. Donc ça devient de plus en plus difficile, des prises d'otages.
Et puis qui se multiplient également dans cette partie. C'est vraiment très pathétique, nous dit-il, ce matin. C'est important parce que je rappelle que, et d'ailleurs on en parle encore ce matin, pour dire que ça a été la grande oubliée, la question de cette région là, et il faut dire que la situation là-bas est préoccupante. Ce n'est pas le dire, c'est pas qu'on veut rappeler toujours que le colonel Bobo Ousmanou, il a été patron de la gendarmerie de tout le littoral ici. Il a dit qu'il a l'impression que les dépenses opérationnelles du territoire et les comités de coordination de maintien de l'ordre ne se tiennent plus. Voilà. C'est de colonel Bobo, ce n'est même pas nous. Donc c'est important. Voilà. La région de la Damawa qui a besoin. Et je pense que les autorités administratives envoient les bulletins 2 fois par jour. De renseignement, de toute façon. C'était d'ailleurs l'une des mesures ressuscitées par Atanganji. Alors on va tout de suite lire aussi encore d'autres messages, Florazé. Tatiana de Pinga-Oundéré réagit. Elle pense que le discours n'était pas, enfin, n'avait ni tête ni queue aussi. Donc le mot secret n'est pas sorti de ce discours, ce mot que les jeunes attendent aussi depuis Ngaoundéré. Autre réaction pour... Bien sûr. Oui, bien sûr. Le discours de fin d'année doit être un discours pour faire un bilan de l'année, mais chez nous c'est plutôt le contraire. Vanek qui réagit ce matin. Alors, monsieur Eric Fopoussi, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de moquerie à l'intérieur de ce discours. Pourquoi? Le chef de l'État, depuis presque 4 ans, 5 ans aujourd'hui, nous dit qu'il a placé les jeunes. Sa priorité, c'est les jeunes, monsieur Eric Fopoussi. Je m'attends à ce que le chef de l'État revienne sur le plan triennal, spécial jeunes, de 102 milliards. Qu'est-ce que ça a apporté comme fruit? Où sont les fruits de ces 102 milliards? Première question. Depuis, on se plaint de la question du PAIJA, des programmes PAIJA. PAGEU, PIACI, PIFMA, FONIGE, monsieur le Fopoussi, des projets et des programmes qui sont tombés dans l'eau, dont on se bat pour ressusciter. Nous avons purgé la question de la miracle, monsieur le Fopoussi. Nous avons purgé la question de ces PCA, des différents entreprises, ces PCA cumulables, monsieur le Fopoussi. Jamais on a eu de solution. Nos hôpitaux, le chef de l'État dit qu'il va multiplier les centres de santé. Mais monsieur le Fopoussi, nos hôpitaux sont des mouroirs. L'hôpital à Kéti n'a pas d'ambulance. Vous vous rendez compte? Les scanners ne fonctionnent pratiquement plus dans nos hôpitaux. On va créer. Et après quoi? On crée sans plateau technique. Après quoi? Tout à fait. Et nos villes sont devenues des poubelles géantes, monsieur le proposé. D'accord, on va y revenir, Chalamel. Florazé, allez-y. Autre réaction, hein. On remarque avec désolation que tous nos dirigeants n'ont plus la compétence qu'il faut, tout est à refaire, nous dit Marc Tino depuis Bouddha ce matin. Une autre réaction ce matin par rapport à la colère de Chalamel, ce sont les mêmes discours. Hein, et les mêmes personnes qui les rédigent, ce sont des gens coupés de toute réalité. Donc on ne peut plus rien faire pour nous. C'est Daline qui réagit. L'agriculture, l'élevage, les pêches ont été abandonnées. Les ingénieurs même qui pouvaient encadrer à travers les postes agricoles dans les villages ont été tous rappelés dans les bureaux. Mais monsieur, il faut le dire. On s'attendait à ce qu'il y ait réduction du train de vie. Les États-Unis ont 15%, 100 millions de kilomètres carrés. Les États-Unis ont 15 ministres, monsieur, il faut possible. Nous, on a combien? 10 secrétaires d'État, 70 ministres. Et tout, mais tout ça, ça fatigue, monsieur, il faut possible. Comment est-ce qu'on va réduire? Il faut réduire le train de vie. On n'a pas pensé réduire le train de vie. Non, on pense à ci, on pense à ça, mais qu'on arrête un peu, monsieur, il faut possible. D'accord. Qu'on arrête un peu ça. On va prendre tout de suite la revue des réseaux sociaux. Forcément, on va revenir sur cette affaire du discours. Oui, il faut pas... Bon, je ne trahis pas le secret quand je le dis. Bien sûr, il faut poser deux informations. Justement, la toute première, c'est ce discours à la nation du chef de l'État, ce traditionnel discours à l'endroit du peuple camerounais. Un peuple qui attendait ce discours avec une lueur d'espoir, qui pouvait tendre au changement. Plutôt sur les réseaux sociaux et autres, dans les chaumières, c'est plutôt la désolation. C'est ainsi que le discours, on a écouté un discours qui surfe plutôt sur un ordinateur non connecté à la réalité, donc aux souffrances des Camerounais. Alors on se serait attendu, comme à plusieurs
réaction qu'il dit sur la toile, qu'au chef d'État revienne justement sur les grosses causes même du retard dans la réalisation des infrastructures liées à l'organisation de la CAN. Certains s'attendaient à des sanctions et à des enquêtes également, une enquête pourrait être mise en place pour trouver et sanctionner ceux qui torpillent les différents projets, revenir sur la mal-gouvernance. D'autres sont allés plus fort, estiment que c'est un même discours depuis 2015, 16, 17 et 18 encore, les mêmes projets sans réalisation. Et on l'a encore dit, et même les internautes le pensent, un discours qui s'est situé justement sur 3 étapes, les grandes ambitions, les grandes réalisations, les grandes opportunités sans suite logique. Alors, personne également sur la toile, certains estiment qu'on ne peut pas nier la réalité. La situation sociale est non garantie. Il est également revenu, c'est clair, sur la question de la crise anglophone et certains sont interrogés sur la toile. Est-ce qu'on peut résoudre cette question ou ce conflit par le langage de la force? Les internautes, les Camerounais s'interrogent. Certains militent pour la participation, la consolidation et surtout la consultation pour régler ce conflit. Autant de sujets que les Camerounais auraient voulu, Eric Fopoussi, qui soit évoqué dans ce discours. Donc c'est plutôt la désolation. D'accord. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à relever. D'abord, cette CAN 2019 qui a connu un glissement de date selon le président Paul Biya. Donc, on va supposer qu'il n'y aura pas de suite à ce que beaucoup ont qualifié de casse du siècle. Donc, il n'y aura pas de sanction puisque le président lui-même le dit. On va continuer à construire les différentes infrastructures liées à cette CAN qu'on va organiser désormais en 2021 plutôt qu'en 2019. Et donc, il évoque aussi le bilinguisme, c'est important, et aussi qu'on dise un mot sur la question de la promotion du bilinguisme, sachant que le Cameroun est, comme vous le savez, de fait, dans une situation de double vitesse. Le bilinguisme, il devait commencer par donner le discours en anglais lui-même. Oui, justement, ou à défaut, faire en sorte que le discours en français et la traduction se fassent en même temps. En même temps, oui. Pourquoi ceux qui s'expriment en anglais doivent attendre 15 minutes après? Non, il faut... Vous voulez tout en même temps. On vous dit... Non, l'égalité des citoyens, c'est pas un vain mot. Les gens doivent être égaux devant la République, devant la loi. Donc, si vous devez écouter un discours à 20 h, que vous soyez francophone ou anglophone, il faut que vous l'écoutiez en votre langue. C'est tout à fait normal. Donc, vous avez dit, le président Paul Biya aurait dû normalement s'exprimer en anglais pour ce discours-là, pour montrer la voie de la promotion du bilinguisme. Alors, il y a également l'autre question, et là, ça va se greffer à ce que vous avez dit, Charles Abel, sur le retard économique du Cameroun et, on va dire, les prétextes pris par le président pour expliquer cela. Il a évoqué, donc, comme on l'a dit, les cours d'échange sur le plan international. Il a évoqué également la crise économique, la dévaluation du franc CFA. Vous l'avez dit. Beaucoup arabe. Vous allez me dire s'il y a une différence entre cette feuille de route et aujourd'hui. L'intensification de la politique de transformation des matières premières locales. C'est pas aujourd'hui qu'on pensait qu'il fallait faire des champs de patates. À partir de la patate, on pouvait faire du pain. Ce n'est pas aujourd'hui, monsieur, il faut pousser. Depuis 80 ans, on le savait. La création des complexes agricoles, agro-industriels de grandes superficies. Toute la zone qu'on avait laissée à la Maxi, c'était pour ça, monsieur, il faut pousser. La création du cinéma, où on a un directeur qui a plus de 43 ans, c'était pour ça. Vous voulez nous ramener encore où, monsieur, il faut pousser. La promotion d'une industrie lourde, facilitée par la réalisation des barrages de Songloulou et Lagdo. On n'a que besoin de 11 milliards pour réhabiliter Songloulou. Mais on va engloutir 90 milliards dans le barrage de Mékin, où le ministre des Finances est PCA, où celui qui a l'entreprise Hydro-Mékin qui vient gérer... Non, arrêtez, monsieur le président. Alors que le barrage devait coûter 25 millions. Voilà, 25 milliards et on est à près de 100 milliards comme ça. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini et on n'a pas atteint les 15 mégawatts. Voilà. Autre chose, la poursuite de la politique de création d'entreprises à dirigeants et capitaux camerounais. Voilà la feuille de route. Et il y avait l'argent. Est-ce que vous savez que les Camerounais importaient le champagne depuis l'Angola, monsieur il faut pousser? Voilà. Les Camerounais, je peux vous le dire, le président Aïdjo à une époque, lorsqu'il avait goûté, je pense bien, je ne sais plus quel bonbon, peut-être te souvenir, que ce Camerounais qui avait importé le champagne qu'on avait bu lors du 20 mai, je crois que c'est 72. Oui. Ils ont dégusté, ils disent, mais attendez, on dit, mais c'est un Camerounais qui le fait. Il a chassé les Libanais.
C'est là où on commence à chercher les Libanais en disant il faut que les Camerounais commencent à s'intéresser. Mais aujourd'hui, c'est devenu l'affaire de qui? Tous les immeubles, lorsque vous baladez, c'est l'immeuble de qui? Ministre tel. Ça, c'est la maison de qui? Ministre tel. C'est la maison de qui? L'ancien directeur tel. Ça, c'est ceci, le directeur de ceci. Mais ils se sont partagés. Ils se sont partagés les affaires des Camerounais de telle fois possible. La preuve aujourd'hui, les ministres n'ont pas de maison de fonction. Or, dans la feuille de route qui avait été donnée, le ministre ne va pas avoir les feuilles de fonction. Donc, les maisons de fonction. On n'a pas pu construire de maison jusqu'à aujourd'hui. Le rang de la maïtude, c'est quoi? Le rang de la SIC, c'est quoi? Donc, monsieur, il faut pousser. Qu'on nous ramène dans les années 80, c'est vouloir choquer les Camerounais. D'accord, et ça montre d'ailleurs que rien n'a été justement fait et que rien n'a bougé depuis 1980. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, cher Lamé, d'ailleurs, c'est très important parce que ce que vous relevez est hautement important, c'est de dire que les gens investissent partout, sauf là où il faut, justement dans l'industrie de transformation locale. Le 7e point de la feuille de route, dans les années 80, la politique de décentralisation industrielle et la révision du code des investissements. Absolument. Avec la création de la SNH, SNH, qui est aujourd'hui devenu quoi? Quel Camerounais connaît ce qu'il y a dans les caisses de la SNH? La SNH, c'est l'UCAM. Et je vous rappelle justement, là, vous me rappelez quelque chose de fondamental. En 1980, le sommet France-Afrique se tient à Nice. Et la révélation que pourrait être, que Giscard d'Estaing fait, c'est que 12 pays africains, parmi lesquels le Cameroun, ont vu leurs revenus pétroliers augmenter de l'ordre de 20%. C'est-à-dire de 10%, ils sont passés de 25 milliards à 250 milliards. Donc, d'où la Sonara que vous voyez, c'est l'UCAM et autres. Mais à quoi auront servi donc ces choses? On va avancer sur l'autre point. Mais Eric, ça n'a pas donné l'occasion aux Camerounais d'insulter le président. Non, ne l'insultez pas. Non, j'ai dit sur les réseaux sociaux. Avant la fin du discours, les gens écrivaient d'ailleurs que tu ne dis rien de bon. Tu te prends même pour qui à la fin. Moi, les gros, ça ne se dit pas. Pour parler à quelqu'un, on n'a pas besoin de l'insulter. D'accord. Que 36 ans de quoi? Donc, c'est tout ce qu'on attendait là-bas. Qu'il a même fini, les gens ont fait le post en disant que, que le père, s'il voulait seulement choquer les gens, c'est mieux. Oui, on attendait qu'il arrête les gens qui ont détourné l'argent pour les stades. Il n'a pas arrêté. Mieux, il ne faisait pas le discours. Donc, c'est tout ce qu'il avait à nous dire là. Vous voulez, moi, je vois qu'il a bien parlé. Monsieur, si vous permettez de vous lire la feuille de route énergétique laissée à 1980, si vous le permettez. Heureusement qu'il parle 2 heures de temps. Voilà. Renforcement des moyens de production. Mise en place d'un dispositif de transport adapté à l'accroissement des besoins et l'industrialisation du Cameroun. Réalisation d'un inventaire sur les possibilités hydroélectriques du Cameroun en vue de compléter les données sur les sites et les réseaux hydroélectriques. Mise en évidence de nouveaux schémas d'équipement de divers sites, notamment sur le Nion et la Sanaga, où il existe plusieurs possibilités. C'est dans les années 80. On savait déjà que la Sanaga pouvait nous donner plusieurs mini-barrages. Absolument. Et qu'on nous l'avons aujourd'hui. Et cette étude a été menée de main de maître par M. Niat, qui se trouve être son ami, et par, EDF et Hydro-Québec. La étude lui a été transmise. Là, je confirme, Charles. Merci beaucoup. Je confirme. Ok, on va donc terminer sur ce sujet en évoquant un dernier point. D'ailleurs, c'est important qu'on le signale parce que le président Pobia fait un jeu de mots à la fin de son discours lorsqu'il parle de démocratie et juste après le mot démocratie, il enchaîne avec le mot, l'expression dimension sociale. Les Camerounais se seraient attendus qu'au sorti d'une année comme 2018, ça on le sait, marqué par, on va le dire, un recul des libertés. La presse a été, comme vous l'avez vu, malmenée durant cette année. La société civile qui a tenté de faire des manifestations publiques systématiquement interdites cette demande-là. On a bien vu que sur le plan de l'élection présidentielle, il y a eu beaucoup de questions qui sont soulevées sur le code électoral. Alors, Boro Bengan, peut-on parler de démocratie sans évoquer ce pan important? Démocratie veut dire justice sociale. Lorsqu'il n'y a pas de justice sociale, on ne peut pas parler de démocratie. Cela implique que les institutions tenues sont, j'allais dire, que l'État et la nation se sont réconciliés. C'est-à-dire que le citoyen se reconnaît dans les institutions qui ont la charge
de le conduire. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Regardez même le Conseil constitutionnel. Comment il a proclamé les résultats dernièrement. Deuxièmement, l'organe qui organise les élections. Monsieur Babale et comment on l'appelle, Tamoni, ils disent, nous n'avons pas de moyens. Monsieur Tamoni dit même, non, Babale, j'ai dû batailler fort pour intégrer les ingénieurs camerounais dans le processus. C'est un Tanimo. Voilà. Il dit qu'il n'a pas d'argent. Et pour un problème de moyens, celui qui le remplace dit, prions Dieu. Prions Dieu. Donc, ce sont les anges et les saints au ciel qui viendront faire le fichier électoral. Non. Deuxième chose qui est dans ce code électoral-là, que viennent faire les magistrats là-dedans? Ils ne travaillent pas, ils ne sont pas recrutés par Elecam. Et on vous dit que Elecam qui conduit le processus. Mais là, pendant d'abord c'est 52, nous avons 58 départements. Chaque commission mixte départementale est dirigée par un magistrat qui lui n'est pas membre de Elecam. Et à ce moment-là, le procès verbal qui sort de cette commission n'a pas d'en-tête Elecam. Et vous dites que c'est ça, que comme ça, qu'on vous dira que oui, mais il a commencé la démocratie avant Gorbatchev. D'accord. On va dire rendez-vous manqué parce qu'il fallait casser l'image d'un Cameroun sous l'emprise d'une démocrature. C'est un jeu de mots important dans ce registre-là. Il y a aussi quelque chose, monsieur. Oui, Charles, on termine rapidement. Si les entrepreneurs de guerre ne déposent pas les armes, des instructions... On va y revenir. On va y revenir avec le prochain sujet, Florazé. D'accord, finalement, vous avez percé le mystère. Tout à fait. Florazé. Oui, la deuxième et la dernière information, c'est par rapport au convoi du gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, qui a donc été attaqué. On est dans la nuit de lundi, je rappelle le lieu à Belofoncha, alors que celui-ci revenait de l'église, du réveillon pour la messe de fin d'année à Moulan. Il était 19h quand son convoi a donc été attaqué. Donc, ils sont tombés dans une embuscade adressée par des présumés sécessionnistes. Et on rappelle quand même que les assaillants avaient dressé des barricades sur la route pour empêcher toute circulation. On a quand même eu le coup de force des forces de sécurité qui ont réussi à repousser les attaques des assaillants. On a quand même eu un blessé. Le gouverneur est sorti de là sans égratignure. Voilà donc la situation qui a donc confrontée qu'a vécu le gouverneur Adolphe Lélé et puis qui revient, qui nous permet également de parler de la situation sécuritaire qu'a évoqué le chef de l'État dans son discours. Et certains estiment que la réponse à ce conflit ne saurait être utiliser un langage de force pour régler la crise anglophone. D'accord. Alors, le gouverneur de la région du Nord-Ouest qui vit à Up Station et pas à Down Station, d'ailleurs, c'est très inspiré de sa part de vivre tout en haut au chaud parce que vous savez qu'en bas, ça peut être compliqué si ça devient dangereux. Alors, c'est un commentaire entre parenthèses. Alors, pour dire quoi? Pour dire que la crise anglophone a bel et bien été évoquée par le président Paul Biya. Il a égrené les mesures prises tout récemment, justement la mise en place de ce comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration DDR, mais aussi la main tendue qu'il avait donc faite à l'endroit de ces entrepreneurs. Je reviens donc à vous, Chalamel Mbachou de la guerre. Alors, mais sauf que, si ces gens-là ne prenaient pas, si ce n'est pas cette perche, il leur donnerait de les neutraliser. Alors, depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est la question que tout le monde se pose. Depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Allez-y, Charles. C'est quand même un peu, vous savez, il ne faut pas créer des ambiguïtés. Depuis 2 ans, depuis 2016, on les caresse. Depuis 2 ans, on les prend, on les cajole. Ils ne sont pas neutralisés. Ils ne sont pas neutralisés depuis 2 ans. Non, peut-être ce n'est pas ce qu'il avait demandé de faire. Donc, le général Aïvo, dont on a fait passer les images en disant, toutes les images qui défilent tout le temps, on coupe les têtes des différents généraux, les généraux aussi, quand on fait couper leur tête. Donc, en fait, ça, c'est des images, c'est Photoshop. Alors, je veux bien savoir si c'est Photoshop. Non, pour être plus sérieux, M. Eric Fopoussi, nous avons décrié encore ici en disant, ce DDR qu'on a mis, on a mis la charrue avant le bœuf. Monsieur Eric Fopoussi, il était question
de commencer tout simplement, M. Rifopoussi, par engager le dialogue. Est-ce qu'il y a la paix? Quelles sont les zones pacifiées? Comment réintégrer, faire réintégration, discuter? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de dialogue, M. Rifopoussi. Les efforts menés par le cardinal Christian Toumi ont été voués à l'échec et ne cessent d'être voués à l'échec. Toute personne qui veut se lever, quand le chef de l'État dit qu'il est ouvert au dialogue, oui, nous sommes d'accord qu'il y ait dialogue, mais quelle est la porte par laquelle on va dialoguer? Celle du DDR? Avec Fayengo Francis, avec qui on va dialoguer? C'est la question qu'il faut se poser. D'accord. Donc, Bobo Bengan, c'est quand même terrible. Je veux dire qu'à un moment donné, la réalité nous rattrape. Le président Paul Biya a donné le sentiment d'une crise anglophone en voie d'être résolue et qu'il ne manquait plus qu'un dernier coup de hache pour qu'on retrouve l'or. Mais sauf qu'avec cette attaque du convoi du gouverneur de la région du Nord-Ouest, on se rend compte qu'on est loin d'être sorti de l'auberge. Et surtout, le gouverneur n'a pas été attaqué à Batibo. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il est entouré, de manière plus simple. Je pense que le chef de l'État, il a la solution. Et l'un des gouverneurs qui était dans cette région de Nord-Ouest, d'ailleurs, à travers dans le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, David Aboué-Machoyi le lui a demandé. Il y a d'abord dit que la commission au sein de laquelle vous me demandez de siéger n'a pas vocation à résoudre le problème anglophone. Vous, Madame Dorothée Ndiema et moi, nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons ce que Aïdjo, parce que là on revient encore dans les années 80, c'est vrai que la Cameroun Anglophone Movement est constituée en 1979, mais c'est en 80 que la solution a été prise. Vous, Dorothée Ndiema et moi, nous savons. Vous avez dans le rapport de la commission ad hoc que nous avons élaboré, me semble être approprié aujourd'hui pour résoudre le problème. Qu'est-ce qui est contenu dans ce rapport? Il n'y a que 3 personnes qui le savent. Donc parmi lesquelles le président Biya, il ne veut pas. Mais il dit, c'est ça qui sidère, qui courrouce encore beaucoup de gens, pour utiliser l'expression de ma fille Tendance. Comment, moi, quand je dis dialogue, vous avez vu un dialogue entrepris entre le gouvernement et ces gens? Moi, je n'ai pas vu. J'ai vu même le gouvernement plomber les chances du dialogue. Parce que je me rappelle encore, en janvier-février 2017, lorsque le ministre Massenangala Bibehe et le ministre Adidia avaient réussi à faire fléchir les syndicalistes au niveau d'un certain nombre d'aménagements qui devaient être faits au niveau de l'éducation des bases et secondaires, le ministre Famen Dongo a dit que non, on doit tout prendre globalement, alors que lui-même savait que les réformes de l'enseignement supérieur dépendent du décret du chef de l'État. Donc on aurait pu à l'époque commencer l'éducation, c'est-à-dire réouvrir les écoles au niveau du primaire, du secondaire, en attendant que le supérieur soit réaménagé parce que ça engage le décret. Mais ils ont bloqué. Après, c'est eux qui vous disent qu'il y avait un agenda caché. Il n'y avait pas d'agenda caché. Et je vous ai pris l'exemple de cet enfant qui a mal au pied et dont le papa ne s'occupe pas pendant 4 jours. Il va commencer à dire, maman, papa ne m'aime pas. Après, il va dire, maman, dis-moi, est-ce que c'est même mon père? Donc, l'enfant va poser le problème de l'infidélité de sa maman sans le savoir. Il va se dire, mais est-ce que, dis-moi maman, est-ce que, bon, si la maman n'a pas de tact, et si elle est comme cette femme qu'on nous a présentée aujourd'hui, si elle avait triché, elle va commencer à tiquer, et l'enfant va se rendre compte, va lire les yeux de sa maman en disant, peut-être que maman m'a trompé, c'est pas mon père. Après, on va dire que l'enfant avait un projet caché. Non. Non, d'accord. Alors, le président Biya ne veut pas résoudre ce problème. Il y a un autre point, et ça c'est le point le plus important sur cette séquence du discours du président Paul Biya lorsqu'il évoque la crise anglophone. Il dit que cette crise anglophone, et ça je paraphrase, c'est pas exactement les mots qu'il emploie, je paraphrase en disant qu'il dit que cette crise anglophone aura révélé un sentiment d'unité chez les Camerounais, un sentiment d'appartenance pour toutes ces parties du pays. Et il fait ici référence justement au récent plan humanitaire, mis en place dans ces 2 régions-là. Donc il dit que ça a permis aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de se rendre compte de ce qu'il y a dans ce pays, leurs frères qui sont heureux
de les voir dans la même République, dans le même pays. Quand il dit ça, c'est qu'il veut se convaincre de cela ou il y a des éléments qui permettent de l'attester? Moi, je vous réponds à deux niveaux. D'abord, en 1982, lorsqu'on lui remet le pouvoir, Ahidjo veut fêter le 10e anniversaire de l'État unitaire. Ça a été un fiasco à Yaoundé. Même le président Bongo, arrivé à l'aéroport, il constate que l'ami principal du président Ahidjo, qui était le président mauritanien, Oultatan, n'était pas venu. Il a pris l'avion, il est parti. Il a pris l'avion, il est parti. Donc en fait, on n'a jamais, je veux dire, nos compatriotes anglophones, c'est ça désormais qui sont, j'allais dire, phagocytés par les francophones. C'est établi, puisqu'on n'a pas pu fêter le 10e anniversaire de cela. Un mois, jour pour jour après, le 21 juin 1982, le président de l'Assemblée nationale, Tandem Mouna, conduit une délégation de Maïma Matibé et autres. Ils disent qu'ils vont apporter leur soutien au président Ahidjo. De quel soutien il s'agissait? Effectivement, parce qu'il y avait des remous. Les anglophones ils revendiquaient quoi? Parce que le reprofilage des routes dont on parle, il y avait une petite décentralisation au niveau des départements. Il y avait les engins qui venaient reprofiler les routes. Et on a demandé qu'on amène tous ces engins-là à Yaoundé et que la décision allait être prise à Yaoundé. Pour venir faire. Non. Donc, en réalité, le président de la République, Paul Biya, je ne sais pas pourquoi, ayant les cartes en main, il ne veut pas... Il y a un dernier point et qu'il évoque d'ailleurs, c'est sur ce qu'on va terminer sur ce sujet. Et il dit que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest auront compris, via cette crise anglophone aussi, de la volonté des autorités camerounaises de faire un transfert de pouvoir vers le territoire. Ils ont plutôt compris le contraire. Je veux dire, le 31 décembre 2017, il avait dit accélérer la décentralisation. Il crée le ministère de la décentralisation de 2 mars. Et c'est en juin que ce ministère a son deuxième salarié, qu'on nomme le secrétaire général. Et aujourd'hui, où se trouve la décentralisation? Et avez-vous l'impression que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées aujourd'hui? Non. D'accord. En tout cas, le ministre lui-même en question a été longtemps, comme vous l'avez dit, le seul élément, le seul élément de son ministère, le seul consul effectif de son ministère, Georges Elanga Obama. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous rester fidèles sur Equinox Télévision. Merci Flora Zé pour cette revue des réseaux sociaux. Le 10-12, le Zénith se poursuit avec, dans un court instant, Constilamine qu'on retrouve pour la première fois en 2019, en ce 2 janvier. Constilamine, bonne année. Bonne année Eric, bonne année à toute l'équipe de l'émission 10 de Zénith, bonne année à toute la direction générale d'Equinox Télévision et Radio, bonne année à tous les techniciens de cette grande chaîne de télévision et radio Equinox. Alors ce matin, je viens en cette belle journée du 2 janvier 2019 pour lancer la première vente dans le concept Salaka, et c'est bel et bien avec le complément alimentaire Van Bio Oméga 3 que voici. Alors j'ai accepté, j'ai donc voulu commencer avec ce complément alimentaire, déjà pour permettre à tous les Camerounais d'avoir une santé de très bonne qualité, pour permettre à tous les Camerounais qui sont diabétiques de voir leur diabète se réduire au niveau des complications, pour permettre également à tous les Camerounais qui ont des problèmes de tension, à tous les Camerounais qui ont des problèmes de cholestérol, de voir leur taux de cholestérol se réduire au maximum. C'est bel et bien le Van Bio Oméga 3, votre complément alimentaire pas comme les autres. Oui, c'est quoi ce complément alimentaire qui est vendu tous les jours à la radio et télévision Equinox? Et cette année 2019, il est encore présent. C'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. C'est un complément alimentaire qui permet de prévenir les AVC. C'est un complément alimentaire qui permet de réduire naturellement la pression artérielle. Le Van Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Ceux qui ont les problèmes de rhumatisme, encore appelé Nyamaboudou en Douala, ceux qui ont les problèmes de crampes, je rappelle que ce complément alimentaire est idéal pour réduire vos problèmes de rhumatisme. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Van Bio Oméga 3. Et je rappelle, c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Et n'empêche pas également la prise des autres médicaments. Vous êtes déjà sous traitement, c'est déjà très bien. Ne mettez pas de côté vos médicaments que vous prenez déjà. Associez à vos médicaments ce complément alimentaire que voici,
qui coûte bel et bien la somme de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et vous retrouverez ce complément alimentaire au magasin 1001 Tapis qui est situé en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 Tapis peuvent passer leur commande à travers nos différents numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Ne l'oubliez surtout pas, en 2019, on devrait avoir une très bonne santé. En 2019, si on est diabétique, son diabète doit se réduire. En 2019, si on a eu un AVC, en prenant régulièrement ce complément alimentaire, vous aurez un grand soulagement pour ceux qui ont déjà eu l'AVC. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire d'origine américaine, notamment le Von Bio Oméga 3. À côté bien sûr de ce complément alimentaire, vous avez cette lotion pas comme les autres, la lotion des diabétiques que voici. C'est un lait de toilette pour la peau des diabétiques. C'est un lait de toilette qui permet de nourrir la peau des diabétiques, de protéger votre peau contre les microbes, également de donner une beauté particulière à votre peau. Vous l'avez à 6 000 francs au magasin 1001 Tapis. Non seulement ce lait de toilette est parfumé, il est également médical. Vous avez donc quelques avantages liés à l'utilisation de ce lait de toilette pas comme les autres que vous retrouverez également au magasin 1001 Tapis au prix de 6 000 francs seulement. Alors chers téléspectateurs, quel que soit vous êtes à Yaoundé, à Garoua, en Gandéré, à Maroua, en Guelemenzuka, c'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre complément alimentaire Von Bio Oméga 3 ou alors votre lotion pour les diabétiques, Von Bio Lotion. Pourquoi pas les deux pour ceux qui sont déjà diabétiques, notamment la lotion Von Bio et bel et bien le complément alimentaire Von Bio Oméga 3. Le point de vente, c'est au magasin 1001 Tapis en face du Palais d'Ika. Et je ne saurais partir sans souhaiter bonne année à tous les clients du concept Salaka et surtout à un client particulier, M. Serge Alain Kofi, quelque part à Douala, et bien entendu à Omabel Cosmétique, partenaire du concept Salaka. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci, Consti Lamine, et à demain surtout, hein, pas tout à l'heure. Bon, sauf si vous voulez qu'on se retrouve après. On va tout de suite, madame, messieurs, prendre interpellation de ce matin. L'idée que je peux émettre pour le développement de notre pays, c'est de demander à nos autorités d'implémenter la bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance va permettre à ce que les fonds, les contributions des travailleurs, tout ce qu'on peut avoir comme fonds publics puissent rester dans les caisses et que cette somme puisse servir au développement de notre pays. Parce que actuellement, avec la corruption et toutes sortes de détournements, nous ne pouvons pas nous développer. Je souhaiterais que notre pays retrouve la paix. La paix, parce que dans nos deux régions anglophones, il y a la crise. Il faut que vraiment les Camerounais puissent s'asseoir pour trouver une solution à cette crise, pour que les Camerounais retrouvent la paix. Bonne année aux Camerounais, effectivement. Voilà, retour sur ce plateau, madame, messieurs, pour évoquer le cas et les propos du compatriote. C'est bien là le principe d'interpellation. On va faire un commentaire sur ce qu'il a dit, Bobo Bengan. Peut-être comme Cameroun Tribune en 1987, et la démocratie s'affirme, l'économie se renforce. Non, de manière plus claire, il faudrait que les compatriotes sachent. Nous avons des gens qui ont prêté serment à différents niveaux des strates de notre société, de nos institutions. Il faut que nous ayons le courage de leur demander de rendre compte. C'est un acte citoyen. Vous avez dit tout à l'heure que nous devons nous apprêter dès aujourd'hui à nous inscrire sur les listes électorales. Et parce que justement, le Camerounais a dit qu'il ne va pas prendre des armes, il va aller aux urnes. Voilà. Mais il faut consolider cela en demandant à ceux qui sont là de ne pas partir, notamment le président Biya, qui nous dit, par exemple, nous ramène aux années 80 qu'ils l'ont apporté au pouvoir, mais il se rappelle également qu'Aïdjo avait démissionné. Aïdjo avait démissionné alors qu'il avait laissé un pays à revenu intermédiaire. À côté de nous, ceux qui nous ont administrés pendant des années et avec qui nous avons des relations séculaires, selon les termes, François Hollande a dit aux Français, chers compatriotes, je ne serai pas à mesure de remplir la mission pour laquelle vous m'avez mis ici. Je ne serai pas candidat.
C'est là tout l'honneur de l'homme. Abdou Diouf l'a fait. On a vu ce qui est arrivé quelques temps après lui. Donc, je ne sais pas pourquoi on viendrait aujourd'hui, même ce qui est aujourd'hui, Charles Hamel a appelé la casse du siècle. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'organisation, les chantiers de la CAN 2019? Le président parlait du glissement des dates. Certes, la CAF veut qu'on procède aux négociations, à la diplomatie, pour que la Côte d'Ivoire nous concède 2021, la Guinée. Voilà. Donc, la CAF qui a pris acte du discours du président Paul Biya. Oui, mais on ne peut pas brandir cela comme un trophée de guerre. C'est pas possible. C'est un échec. Aïdjo a mis les gens en prison dès le lendemain de la CAN 72, ici, y compris les privés qui étaient impliqués dans ces magouilles. Donc, je ne sais pas. Et après, on va dire qu'il a besoin de preuves ou ne sait pas. Je ne comprends rien du tout. Alors, bon, il y a quelque chose qui va être dit, et d'ailleurs, c'est le fin mot de l'histoire, c'est que le Cameroun, aujourd'hui, n'avance pas. Le Cameroun est très, très en retard. Non, dites que le Cameroun régresse. Quand vous dites n'avance pas, il n'y a pas de point statique dans ces choses. Le Cameroun est en retard par rapport à des pays qui sont, voilà, qu'on peut comparer au Cameroun. Et il y a qu'une seule cause qu'on arrête des prétextes, des boucs émissaires, c'est la mauvaise gouvernance. On a un problème de gouvernance dans ce pays. On lisait encore on lisait encore au Burkina Faso que là-bas, le président Kaboré a convoqué un conseil de ministres spécial pour parler de la question de sécurité dans son pays. Au Cameroun, on compte les nombres de conseils de ministres qu'on en fait, d'ailleurs, ça n'existe pas. C'est au total. Au total, d'ailleurs. Donc, vous comprenez que c'est un problème de gouvernance et qu'on ne peut plus se cacher derrière la conjoncture internationale pour expliquer nos mésaventures et nos devoirs. Ça ne se fait plus, ce n'est plus possible. C'est un discours qui ne passe pas, il faut le dire aux Camerounais, et que désormais, et vous l'avez dit aux Européens, que nous sommes le 2 janvier, la carte d'électeur doit être votre arme pour aller influer sur la gestion du pays. Les élections législatives et municipales arrivent bientôt et il faut prendre d'assaut et les communes et les sièges à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on a dit ça, on a tout dit. On va, madame, monsieur, poursuivre cette émission avec quelques messages envoyés par vous et on va les commenter, évidemment. Allez-y, Florazé, c'est à vous de nous lire ces messages-là. Je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes revenus. C'est à vous. Tani réagit ce matin. Je pense que la politique de récompense dont le parti qui nous gouverne nous a conduit à l'échec. Et ici, bon, 60 ministres et secrétaires généraux pour ce résultat, c'est très triste. Non, c'est Aïmon Achidi Achoua dit en 1994, politique Nandjangi. Ceux qui contribuent aux victoires du RDPC doivent être récompensés. Donc, voilà, quel que soit, même si c'est 1 franc qui est dans la cagnotte, vous partagez les 1 franc là-bas. Mais est-ce que le seul moyen de récompenser, le seul moyen, est-ce que politique Nandjangi, c'est au Cameroun? Non, il faudrait justement que les citoyens commencent à punir, à demander les comptes. Justement. Parce que on a demandé à l'opposition de faire bloc, ils n'ont pas pu. Mais le pouvoir en place renforce sa coalition. Vous voyez, il y a eu le jeu 20 dernièrement, alors que là-dedans, vous voyez, il y a les Bello Boubaï, ils sont depuis longtemps, l'ANDP avec Amadou Moustapha, on continue à renforcer. Donc, il faut que le peuple aussi se dise, voici les ennemis de la République. Ce n'est pas parce qu'ils sont ministres qu'ils ne sont pas moins ennemis de la République. Ils sont ennemis de la République. Ou bien du coup, en marge de l'évolution. Ils sont ennemis de la République, même s'ils sont les hautes personnalités de cette République. Je ne sais pas moi, je reprends encore là les propos de commissaire Pierre Ella. Il a dirigé les renseignements, les services secrets de ce pays pendant au moins 5 ans. Il a dirigé la police judiciaire de Douala pendant une longue période. Quand il dit, par exemple, pour ce problème de sécurité, que le chef de l'État ne veut pas punir les hauts gradés qui sèment la zizanie, ces propos ne sont pas de nous ici. Alors, d'accord, on va continuer à lire. Il y a un téléspectateur qui s'interroge pourquoi le Cameroun n'avance pas. Je crois que depuis Momok Chalemel a égrené quelques tentatives de réponse. Autre réaction, nous n'attendons plus rien de ce mauvais gouvernement, si ce n'est la suite toujours avec des pillages.
Autre... 46 ministères, 10 secrétariats d'État, 70 ministres et assimilés. Vous vous attendez à quoi dans un pays? On demande la réduction, ils sont payés, lavés, nourris, blanchis aux frais de l'État. En plus de cela, ils sauvent des voyages, traitements, évacuation sanitaire. On parle de réduction du prix, mais on vous asphyxie sur le plan fiscal. La grosse pression fiscale, elle n'a pas encore commencé. Parce que les Camerounais ne se rendent pas compte. Les Camerounais ont peut-être tendance à dire, ces gars assis sur le plateau, là, la pression fiscale va être telle que serrer la ceinture sera difficile. À commencer par moi, j'aime les dates. Le 16 janvier prochain, on commence. Et ce qui est tout à fait embêtant, c'est que dans les jours qui arrivent, vous verrez ces cérémonies de présentation des vœux. On va bloquer tout le pays parce qu'il faut présenter les vœux. Et on voit très bien que lors de ces cérémonies, c'est toujours de l'argent qui est dépensé parce qu'il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de vin, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour. Et vous comprenez que le pays est aussi au ralenti. C'est dommage, mais on n'a pas le choix. Allez-y, Florazé. Magua Mba réagit ce matin. Il y a la non-maîtrise des problèmes des Camerounais. Il est temps que nous prenions notre destin en main. Notre silence nous rend complices de tout ce qui se passe et dégrade le pays. Magua Mba. Il ne faut pas être silencieux sur les choses graves. Oui. Autre réaction ce matin, le président de la République a parlé de la dernière étape. C'est une façon peut-être de nous dire que c'est son dernier mandat. Autre. D'accord, on va revenir. On va prendre Consti Lamine une fois de plus. D'ailleurs, il avait raison de dire que tout à l'heure. Alors, Consti, voilà qu'on se retrouve. Ben, le concept Salaka tient à ses engagements professionnels. Hein. Merci déjà, Eric. Hein, et bonne année à toi une fois de plus. Alors, merci. Alors, nous allons conclure cette émission de la première de l'année 2019 avec bien entendu, ah ben oui, oh là là, vous l'aviez adopté en 2018, vous l'aviez aimé, vous l'aviez utilisé, vous aviez recommandé à vos amis, à vos connaissances. Elle revient encore en 2019. C'est bel et bien la poêle Red Copper. Retenez bien sûr le nom. C'est une poêle qui ne colle pas. C'est une poêle pas comme les autres. Elle donne un goût particulier à vos repas. Cette poêle Red Copper a la particularité de pouvoir être rapide dans la cuisson, contrairement à certaines poêles. Elle coûte la somme de 14 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. C'est une poêle neuve avec 2 ans de garantie. Vous l'avez donc au prix de 14 000 francs seulement. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a bien entendu ces gants de cuisine, ces super gants. C'est des gants qui vous permettent d'être à l'abri de tout ce qui a comme brûlure quand on est en pleine cuisson. Avec les gants de cuisine super gants, on peut retirer les aliments qui sont en pleine cuisson. Vous les avez au prix de 5 000 francs. Ce sont des gants neufs faits à base de silicone. Vous les avez au prix de 5 000 du côté du magasin 1001 Tapis avec une livraison à domicile dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Alors ceux qui ont besoin de l'ensemble de ces deux éléments de cuisine, vous débourserez tout simplement la somme de 16 500 francs, notamment la poêle Red Copper, cette poêle révolutionnaire, cette poêle qui ne colle pas, cette poêle de qualité supérieure, cette poêle médicale, cette poêle économique, tellement d'avantages liés à l'achat de cette poêle Red Copper. Donc ceux qui auront besoin de l'ensemble de ces deux éléments de cuisine vont débourser la somme de 16 500 francs, toujours disponible au magasin 1001 Tapis qui est situé en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. N'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion, commandez dès à présent votre poêle Red Copper au prix de 14 000 francs et votre paire de gants au prix de 5 000, ou alors l'ensemble de ces deux éléments de cuisine que voici, vous les avez à 16 500 francs. Je rappelle que c'est avec garantie et c'est neuf dans le carton. Donc chers téléspectateurs, la suite c'est du côté du magasin 1001 Tapis en face du Palais d'Ika, c'est à Douala au Cameroun. Et ceux qui ne sont pas dans la ville de Douala et qui n'ont pas le temps de venir au magasin, n'hésitez surtout pas, restez à la maison, dans vos cuisines, dans vos bureaux, dans vos entreprises, vous serez livrés grâce à nos différents agents de livraison repartis dans tout le Cameroun. Merci beaucoup et on se dit à demain pour la suite des ventes au concept Salaka. Bonne année à tous et surtout bien des choses à tous les clients du concept Salaka.
Merci beaucoup, Constille Amine. Madame, Messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de cette émission 10-12, le Zénith de ce 2 janvier 2019. C'est un vrai plaisir puisque nous démarrons l'année comme on l'a achevé, en trombe, on va le dire. Et merci à tout le plateau, Charlamel Mbachou, Flo Razé, mais également Bro Bengan et Tendance Crenier, la voyageuse. Madame, Messieurs, tout ce beau monde vous retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.